FM Week-end, il est 7h. Tout de suite, le journal avec Youssouf Bodian. Youssouf, bonjour. Bonjour Kals et bonjour à tous. Les titres de ce 7 heures, des pluies et orages attendus sur l'étendue du territoire national, des précipitations qui ont occasionné le déplacement de plusieurs populations. À Kaolack, les sinistrés relogés à l'école Senghane Badiane vivent dans des conditions difficiles. Ils ont reçu le soutien de la Chambre de commerce. Polémique autour d'une alerte à la famine au Sénégal à cause du déficit pluviométrique. Ça ne risque pas d'arriver, selon le secrétaire exécutif du Conseil national de la sécurité alimentaire. Le renouvellement des permis de conduire va se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2019. D'ici là, les anciens titres de transport restent valables. Sport, basketball masculin, la Coupe du Monde Chine 2019 démarre dans quelques minutes. Angola-Serbie à 7h30, le Sénégal joue demain à 11h30. Les détails dans la page des sports de Chertidiane Diagne. L'essentiel de la presse de ce matin passé en revue par Mohamed Ali Mouba. Abdoulaye Diop assure la partie technique. Bonjour et bienvenue. Il pleut ce matin à Dakar et dans presque toutes les régions du pays. Des précipitations et orages qui devraient se poursuivre tout au long du week-end. Le dernier bulletin de la météo parcouru par Abdoulaye Diop. RFM, la radio de toute l'actualité. Abdoulaye Diop que nous allons suivre, il va revenir sur le dernier bulletin météo. Selon le bulletin de prévision de l'Agence nationale de l'aviation et de la météorologie, des pluies et des orages pourraient concerner tout le territoire national de la journée de vendredi à samedi dans la soirée, avec cependant des risques de pluie dans le département de Podor, précise le bulletin. La chaleur va être moins ressentie sur l'ensemble du territoire avec une légère baisse des températures maximales qui vont varier entre 29 degrés et 34 degrés Celsius à cause de la situation pluvieuse, font savoir les prévisionnistes. Pour le bulletin de prévision de l'ANACIM, les vents seront d'intensité faible ou modérée et les visibilités seront généralement bonnes de la journée de vendredi à samedi matin. Abdoulaye Diop, des pluies qui font le bonheur des paysans, mais aussi sont à l'origine des inondations. À Kaolack, par exemple, des sinistrés relogés à l'école Senghane Badiane vivent difficilement. Des toitures qui sointent, pas d'électricité entre autres. Ibrahima Djamé leur a rendu visite. L'école Senghane Badiane au décor d'une maison familiale. Dans la cour, le linge de maison accueille à première vue les visiteurs. Dans les salles de classe transformées en chambres à coucher, nous sommes loin du confort. Les tables bancs sont superposées les unes après les autres pour créer de l'espace, mais les locataires sont très mal à l'aise à cause de l'eau de pluie qui chouinte et qui coule des toits. Des bails et sinistrés. Voilà la situation dans les salles de classe, ça chouinte, on est obligé de prendre des bassines pour retenir l'eau qui coule des toits, on se passe le relais et on ne dort presque pas la nuit. Mère Hadigay, la plus âgée des sinistrés relogés dans cette école, marche avec une canne dans la cour de l'école. Âgée approximativement de 80 ans, loge également dans une salle à la toiture trouée. Oui, ça chouinte. La nuit quand il pleut, je m'assois, parfois je me couche même dans l'humidité. Peu de doléances donc dans cette école. À côté de ce problème, les sinistrés déplorent aussi le manque d'électricité. L'électricité, on la recharge par carte. Madame le maire, Mariam Assar, nous avait donné 50 000 francs CFA, mais nous n'avions rechargé qu'une part. Et avec le reste, on a acheté de la nourriture. Et voilà, la carte s'est épuisée. On est sans électricité, donc on est dans le noir. Les enfants étaient aussi atteints du paludisme, mais ça va mieux maintenant. On leur a donné des médicaments. L'école Senghane Badiane abrite au moins 13 familles sinistrées dont l'essentiel est venu du quartier Khahoun où les eaux pluviales avaient envahi plusieurs dizaines de maisons. Ibrahima Djamé, Kaolack, Radio Futur Média. Ibrahima Djamé appelle à l'aide entendu par le président de la Chambre de commerce de Kaolack. Un appui financier a été apporté aux sinistrés recasés dans cette école Senghane Badiane par Serigne Mboup, qui a promis d'apporter une solution aux problèmes qui lui ont été soumis. Ces propos sont recueillis par Ibrahima Djamé. On a fait une visite chez le gouverneur pour lui remettre une somme de 2 millions pour soutenir les services de secours des sapeurs-pompiers. Après, on a tenu une réunion pour expliquer l'ensemble de nos membres comment on peut distribuer nos participations. Aujourd'hui, nous sommes ici avec
pour voir les familles qui n'ont plus. Il y a des personnes qui sont inondées, mais les familles qui n'ont plus, qui sont sans abri et qui sont là, on leur a amené nos appuis. Le montant estimé aujourd'hui, c'est la contribution de la Chambre de commerce de Kaolack, c'est de 10 millions. Et la contribution de CCBM et son groupe, c'est de 40 millions. La majorité de contribution qui est de 98% et des ressorts de la Chambre de commerce et moi-même. Serigne Mboup, le président de la Chambre de commerce de Kaolack, la promiscuité dans les lieux de recasement peut être à l'origine de certaines maladies. Pour les prévenir, le service d'hygiène à Kaffrine a pulvérisé une école qui accueille près de 50 familles. La correspondance de Omar Ndiaye. Le mélange des eaux de pluie avec les fosses septiques pouvant engendrer diverses maladies. La brigade d'hygiène de Kaffrine a jugé nécessaire de pulvériser les maisons. Capitaine Idriss Ndiaye est le chef brigade régionale d'hygiène de Kaffrine. Les effets de ces eaux de pluie peuvent avoir des répercussions à 3 niveaux sur le plan sanitaire. On se rend compte qu'il y a un mélange par endroit des eaux de pluie avec les eaux usées, issues des fosses septiques. Donc, ce qui accroît le risque d'émergence de maladies diarrhéiques. Donc le deuxième aspect, vous voyez que c'est des gens qui ont l'habitude de marcher au niveau de l'eau. Et même par endroits où vous voyez des enfants qui sont en train de se baigner au niveau des collections d'eau. Ce qui peut accroître aussi le risque de maladies dermatologiques. Et le troisième effet que peut avoir ces eaux de pluie, c'est la création au niveau de la commune de beaucoup de gîtes larvaires. La brigade d'hygiène leur a aussi offert des kits d'hygiène servant à désinfecter l'eau destinée à la consommation de ces ménages. Donc pour réduire la charge microbienne, donc on parlait tout à l'heure du mélange des eaux usées avec les eaux de pluie, donc, mais aussi de diminuer la densité de moustiques au niveau de la commune. Et le dernier aspect qui est lié à cette stratégie, c'est la distribution de kits d'hygiène. Ils sont constitués d'eau de javel, de savon, de bassines, d'ensemble lave-mains et puis de comprimés qui permettent de traiter l'eau à domicile. Et de moustiquaires imprégnés aux familles qui sont impactées. Une cinquantaine de familles sinistrées ont pu bénéficier de cette opération d'aide et d'assistance menée par la brigade d'hygiène de Kaffrine. Kaffrine, Omar Ndiaye, RFM. 7h passées de 7 minutes au quartier Travaux et Ndjoben, c'est dans la commune de Kaffrine. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Des photos satellites prises par des structures occidentales font craindre une insécurité alimentaire au Sénégal et en Mauritanie. C'est dû au retard des pluies et de larges zones de pâturage qui pourraient avoir des conséquences plus graves qu'en 2017. Selon ces structures, l'étude est donc visitée par Aminata Dian. La famine guette des centaines de milliers de personnes au Sénégal et en Mauritanie parce qu'il n'y a pas assez d'herbe pour nourrir le bétail dans cette région selon des analystes interrogés par Reuters ce vendredi. Des données satellites montrent des pâturages dénudés entre ces deux pays, ce qui va causer la mort des animaux, privant les propriétaires de leur seule source de nourriture et de revenus. Pour Alex Orenstein, expert en données, spécialisé dans le pastoralisme au Sahel, l'élevage du bétail est le pilier essentiel de la sécurité alimentaire de la région. Un manque similaire de pâturage a été noté en 2017, laissant 5 millions de personnes en besoin d'aide alimentaire dans la région du Sahel, en Afrique de l'Ouest. Les troupeaux survivent avec l'herbe qui a poussé durant la saison des pluies de juillet à septembre. Cette année, la pluie n'a commencé qu'à la fin du mois d'août. Les fortes pluies causent des inondations au lieu d'encourager la croissance des plantes. Une image fidèle ne sera disponible qu'à la fin de la saison des pluies. La situation, selon les analystes, devrait être pire qu'en 2017. Au Sénégal, 350 000 familles dépendent de l'élevage. Aminata Dian, l'État du Sénégal a pris toutes les dispositions pour éviter une probable famine. Les assurances du secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire, Jean-Pierre Senghor, ne croit pas à un risque de famine au Sénégal. Aucune dépêche ne peut parler de famine au Sénégal ni ailleurs dans la sous-région. Ça n'existe pas. Parce que peut-être qu'on parle d'insécurité alimentaire, de zones qui peuvent entrer en phase crise, peut-être, mais pas de famine. Nous n'avons jamais connu une famine et il n'y aura jamais de famine au Sénégal. Ce qu'on peut dire, c'est peut-être qu'il y a une alerte du fait de l'installation tardive des pluies, donc de l'hivernage qui connaît un décalage. Vous savez très bien qu'on parle de changement climatique. Et ces changements climatiques, nous les vivons de plein fouet. Et chaque année, le SEC-MESA, donc nous qui nous occupons de ces questions de sécurité alimentaire,
en collaboration avec toutes les autres entités de l'État qui participent au Conseil national de sécurité, en plus de nos partenaires qui nous accompagnent, PAM, FAO, etc., pour ne citer que ces partenaires-là, nous réussissons pour voir quelle est la situation alimentaire du pays. Il y a une carte alimentaire du pays qui est dressée et on voit les zones qui peuvent être des zones à risque. Donc tout ça est identifié et des mesures sont prises pour venir en aide aux zones en crise ou aux populations qui peuvent entrer en crise. Vous savez que les plans nationaux de riposte sont là pour ça. On a identifié d'abord les zones, on identifie les populations, on connaît les ménages, il y a un ciblage qui est fait. Et donc, c'est une routine, on sait à peu près comment le faire. 7h11, la suite de ce journal. Si vous détenez un ancien permis format papier, vous pouvez continuer à rouler avec jusqu'au 31 décembre 2019. C'est la nouvelle date fixée par la direction des transports. Pour le moment, plus de 300 000 permis numérisés ont été délivrés sur un objectif 2 millions de francs CFA. Des chiffres donnés lors de la conférence de presse du directeur des transports, Amadou Sabarba, pour le compte-rendu. Le 31 décembre 2019, dernier délai pour avoir un nouveau permis de conduire numérisé pour la région de Dakar, une décision du ministère des Transports routiers sur instruction du chef de l'État. Cheikh Omar Gaye, directeur des Transports routiers. Le chef de l'État a instruit le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et des Enclaves, Maître Oumar Youm, de prendre toutes les dispositions pour prolonger le délai jusqu'au 31 décembre 2019 pour les permis qui sont délivrés à Dakar. Dépasser cette date, les permis qui sont délivrés à Dakar en format papier ne seront plus valides en circulation. Dans les autres régions, le même dispositif est maintenu. Sur le cas des Sénégalais de la diaspora, le directeur des transports routiers s'explique. Pour les permis qui sont délivrés dans les régions, le délai court jusqu'à la date anniversaire de leur début d'ouverture de service. Concitoyens qui ont des permis sénégalais qui sont à l'extérieur, rappelez que la législation dans les pays où on n'a pas une convention de convertibilité de permis de conduire, vous n'avez que 6 mois pour conduire avec le permis sénégalais. Sinon, si vous n'avez pas un permis international qui va durer 1 an, vous ne pourrez pas conduire avec un permis sénégalais. Par contre, si vous êtes dans l'un des pays où on a une convention de convertibilité de permis de conduire, vous pouvez, dans ces pays, convertir ce permis après avoir déposé un certificat d'authenticité que l'administration de ce pays envoie donc à l'administration sénégalaise pour certification. Seuls 30% des permis numérisés délivrés, un relâchement est senti dans l'enrôlement de ces nouveaux permis. Mais le ministère des Transports routiers précise qu'au-delà de ces délais, les services de son département continuent à fonctionner. Amadou Sabarba, une fois le permis obtenu, il faudra être prudent sur les routes. À Tambacounda, les autorités misent sur l'entretien des véhicules et pour ce faire, une campagne de sensibilisation est organisée à l'endroit des mécaniciens qui ont reçu des valises de diagnostic. Moussa Omar Gueye. Dans un contexte où la recrudescence des accidents de la circulation est devenue insupportable, il urge tout aussi de renforcer la capacité des mécaniciens automobiles et leur doter des équipements modernes relatifs à l'évolution du secteur électromécanique. Ceci dans le cadre de la prévention routière. À Tambacounda, le renouvellement du bureau de la Chambre des métiers à mi-parcours du mandat de 6 ans a été une occasion pour le président de cette chambre consulaire, El Hadj Abdoulaye Sarr, d'interpeller les pouvoirs publics pour une meilleure prise en charge des préoccupations des artisans en général et des mécaniciens en particulier. Moussa Omar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. Retour à Dakar pour parler de ce désaccord entre le Forum civil et le maire de Wakhinane Nimzat. C'est dans la banlieue de Dakar. Ses membres veulent disposer d'une copie du budget de la commune. Une demande rejetée par le maire Racine Talla. Omar Mbow a donné la parole aux deux parties. Le Forum civil section Guédiawaye et le maire de la commune ne parlent pas le même langage. Pour plus de transparence dans la gestion de la dite localité, les membres du Forum civil veulent avoir une mainmise sur la gestion, mais son maire Racine Talla dignette. Pourtant prévu par la loi selon Michel Mendy, coordonnateur du Forum civil section Guédiawaye. Quand nous avons été à la mairie de Wakhinane Nimzatt, qui est dirigée par M. Racine Talla, il nous a opposé une fin de non-recevoir sous prétexte que lui, il n'interprète pas la loi de la même manière que nous et qu'il n'allait pas nous donner un document physique. Nous voulons la transparence parce que c'est un principe de bonne gouvernance. Nous parlons de participation citoyenne dans la gestion des collectivités locales, dans la gestion des affaires publiques locales. La réponse du maire ne se fait pas attendre. Racine Talla se veut clair. Les membres du Forum civil ne sont jamais présents aux activités de la municipalité. Selon lui, ils sont à la recherche de buzz. Nos comptes ont toujours été certifiés et
maintenant, c'est trop facile de s'intéresser à la vie d'une commune que par rapport, c'est une tempête dans un verre d'eau, c'est pour vouloir faire du buzz. On n'a aucun problème de transparence budgétaire et parmi les communes qui sont citées pour leur bonne gestion, je pense que celle de Wakhinane Nimzatt en fait partie. Entre le maire de Wakhinane Nimzatt et le Forum civil section Guédiawaye, ce n'est plus le parfait amour. Le budget de la municipalité serait à l'origine de leurs différends. RFM Sport. La page sport, nous accueillons Cherti Yandiagne. Le football avec Massamba Sissé, désigné nouvel entraîneur de l'AS Pikine. Il succède ainsi à Djibi Fall, parti à Génération Foot. L'annonce a été faite en conférence de presse vendredi. C'était en présence de Nongoka. L'AS Pikine n'a pas cherché ailleurs pour trouver le remplaçant de Djibi Fall sur le banc. Le comité directeur du club s'est misé sur un technicien qui connaît bien la maison AS Pikine, Malik Sissé, deuxième vice-président du club. Nous avons demandé donc au manager général avec le président d'aller faire des démarches auprès de certains entraîneurs et nous avons retenu M. Massamba Sissé qui était l'adjoint de M. Djibi Fall, qui a été joueur au niveau de l'AS Pikine, ensuite entraîneur adjoint de Alassane Dia, Badarassa. Pour cette année, nous demandons vraiment à l'entraîneur de très tôt nous libérer pour maintenir encore l'équipe en L1 et nous trouver une coupe nationale. La saison passée, les Verts et Rouges avaient réussi la prouesse de se maintenir en terminant 5e au classement. Pourtant, les Pikinois venaient juste de retrouver la Ligue 1. Pour l'édition 2019-2020, le club s'active déjà sur le marché pour renforcer son effectif. Cette année, on a eu 2 joueurs qui sont partis à Monoa et leur talent. L'un est parti en France, l'autre est parti en Arabie Saoudite. Le reste du groupe est là, mais il faut toujours bonifier. Les phases nationales sont en train de se passer. Nous avons des superviseurs là-bas. L'entraîneur va terminer ses choix et on va renforcer davantage afin de donner plus de qualité chaque année pour que Pikine puisse atteindre les objectifs. En 4 années de mandat, le comité directeur sortant a mobilisé 350 millions de francs CFA. La prochaine assemblée générale est prévue ce 14 septembre. Nongaka Pikine, RFM. Nongaka, nous parlons à présent des phases nationales de l'ONCAV qui se déroulent dans la région de Louga avec les affiches des 8e de finale qui vont démarrer ce samedi. Notez que les rencontres suivantes vont se dérouler au stade de Louga. Il s'agit de Dokono de Louga contre Niafor de Ziguinchor, de Sédhiou plutôt. Barbat de Louga fait face à Yamatogne de Ziguinchor. Ufan de Kaolack joue contre Diamoral de Ziguinchor. Artillerie de Louga va croiser Mbolomi de Tambacounda. Des rencontres qui vont s'étaler sur 2 jours. Samedi et dimanche. Après leur qualification historique en 8e de finale de ces phases nationales, l'équipe des HLM de Matam s'en félicite. Le capitaine attire l'attention des dirigeants de football sur le talent des jeunes de la région. Selon lui, ses coéquipiers ont la détermination d'aller jusqu'au bout de la compétition. Nous allons écouter le capitaine Cheikh Sadi Boufal. Il sollicite de la part des autorités un soutien pour donc réussir ce tournoi. Il est interrogé par Omar. C'est une qualification historique. Matam a beaucoup de talent, a beaucoup cravaché. Durant les années et des années, on venait en phase nationale et on n'avait que des défaites. Mais cette fois-ci, on a su passer le second tour. On rend grâce à Dieu. Donc je pense que c'est une motivation en plus pour nous et pour toute la région de Matam de croire plus au football de Matam et savoir que le football n'habite nulle part. Tout le monde est censé gagner dans les phases nationales. Toutes les équipes se valent, donc je pense que c'est une fierté. Et on va garder la tête sur les épaules et essayer de continuer notre travail. On est là, on est venu pour les phases nationales et on s'est qualifié. On va continuer juste le travail et essayer d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Je pense que c'est ça l'essentiel. Et puis nous nous rendons à Linguère où se déroule l'autre partie de ces phases nationales des Navetanes de l'ONCAV. Le comité local se dit plutôt satisfait de l'engouement by Hassan Diaro. Le match joué hier au stade Cherta Kokoumé de Linguère entre Saloumdi de Fatick et Ufan de Kaolack soldé par un nul vierge a clôturé les phases de poule à Linguère. Un moment choisi par Samba Ndiaye, coordonnateur du comité local, pour tirer un bilan positif. Vous avez vu que les compétitions se sont très bien déroulées, sans incident majeur. C'est ce que nous avions souhaité en tout cas donc, au départ. Et à l'arrivée, forcément, il y aura ceux qui auront la chance de continuer et ceux qui auront également donc, la chance de
de repartir pour travailler pour l'année prochaine. Mais dans l'ensemble, nous tirons un bilan positif du point de vue de la mobilisation, du point de vue de l'organisation. Ce dirigeant de l'ONCAV n'a pas manqué de féliciter tous les acteurs impliqués dans la bonne marche de la compétition. Vous me permettrez de féliciter et de remercier le président de l'ODCAV, Maïssa, ici présent, et toute son équipe. Remercier également donc les autorités administratives, les élus en tout cas donc du département de Linguère. Pour l'accueil et pour l'hospitalité, je crois que je ne saurais en tout cas faire fi de cela. Sinon le bilan manquerait. Quant aux doléances soulevées par rapport au rapprochement des rencontres, il promet de remonter la question aux instances habilitées. C'est ensemble que nous avons diagnostiqué les difficultés, c'est ensemble que nous avons proposé des solutions et tout ce qui est soumis sur la recommandation, nous transmettrons donc sur un rapport global au président de l'ONCAV qui en tirera tous les enseignements nécessaires. Au terme des matchs de poule, Andefar Ersan de Thiès vient en tête avec 9 points, deuxième Saloum-Guy de Fatick avec 7 points, troisième ASC Dego de Linguère 6 points, quatrième UFAN de Kaolack 3 points et cinquième Zalsoumaré de Diourbel qui totalise aussi 3 points. À Fatick, des menaces pèsent sur la tenue des Navétanes face aux difficultés financières et infrastructurelles. Les ASC des zones 1 et 2 n'excluent pas de boycotter. Nous allons écouter Adama Sek, c'est le président de la zone 1, des propos recueillis par Aminata Goudiaby. Au moment où nous parlons, le stade est inondé. Les gens ont des difficultés même pour accéder au stade. Par rapport à cette situation, nous ne pouvons pas jouer. Nous avons constaté depuis la saison 2018 que le stade Massen-Sen se dégrade de jour en jour. Selon le directeur du stade, il est impossible cette saison 2019 de jouer la nuit. L'éclairage du stade n'était pas favorable à cela. Pour cette année, si les projecteurs sont dans cet état, nous ne pourrons pas organiser les Navétanes. Pas de projecteurs, pas de match. Nous assurons depuis 2013 la prise en charge des éléments du groupement mobile d'intervention GEMI. C'est les deux zones de la commune qui rassemblent leurs maigres ressources pour gérer donc cette prise en charge. La prise en charge nous sera insupportable. Actuellement, il nous est difficile, voire impossible de satisfaire cette charge. À cet effet, une alerte a été faite aux autorités et nous aurions souhaité qu'un détachement d'éléments du groupement mobile d'intervention pris en charge par les autorités soit en permanence à Fatick afin d'assurer la sécurité des activités de vacances. Que la lumière soit faite sur les recettes du stade de 2013 à 2018. Que la construction d'une deuxième tribune promise par le chef de l'État devienne une réalité. Si la situation reste à l'état jusqu'au-delà du 3 septembre 2019, la décision de suspendre les activités du mouvement Navétane sera mise en exécution. Même décimé par les blessures, le Paris Saint-Germain n'a pas tremblé et a continué sa marche vers l'avant face au FC Metz. Les Parisiens avec Gana Gueye ont dominé la formation messine 2-0 avec un but d'Angel Di Maria et de Choupo-Moting. Du côté messin, Habib Diallo et Poinguet ont joué toute la partie tandis que Ibrahim Maignan est entré en cours de jeu. Avec ce succès, le PSG rejoint provisoirement Rennes de Maignan à la tête du classement de la Ligue 1 française qui va se poursuivre ce samedi et dimanche. Basketball, à présent, nous parlons du mondial de la discipline chez les hommes ou alors chez les messieurs. Cela se déroule en Chine, le Sénégal qui va livrer son premier match dimanche à partir de 11h30 contre la Lituanie, mais le match d'ouverture va opposer donc ce samedi à 7h30 l'Angola à la Serbie. Le Nigeria, champion d'Afrique en titre, affronte la Russie toujours ce samedi à partir de 8h30. Bonjour Youssouf, bonjour à tous. Malick Sall pour de meilleures conditions carcérales. Allez s'enquérir de la situation qui prévaut à Rebeuss après l'incident ayant abouti à la mort de 2 détenus là-bas. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, est sorti avec des promesses. Le Soleil les répercute en manchette sans attendre. Il s'agit de la prison de Sébikotane qui va être ouverte d'ici à 2 mois pour désengorger Rebeuss. L'utilisation aussi de bracelets électroniques pour lutter contre les longues détentions. Selon Vox Populi, la solution du bracelet électronique est donc à l'étude. Sauf qu'aux yeux de Source A, cela commence déjà à ressembler aux promesses électorales. L'ancien ministre garde des Sceaux, Ismaël Madior Fall, en avait parlé sans que cela ne prête à conséquence. Malick Sall, donc dans les redites, tout cela est destiné, selon le confrère, à calmer la clameur populaire. Et dès que la tension va baisser, le ministre de la Justice
justice pour arranger tout cela aux oubliettes dans les tiroirs. Sud Quotidien en profite ce matin pour nous plonger dans l'univers des enquêtes sur les morts en détention et de nous dire en conclusion que dans ce type d'affaires, la vérité tarde souvent à éclater. Sud Quotidien a donné la parole à un droit de l'homme pour Assane Dioma Ndiaye, le président de la Ligue sénégalaise des droits humains. C'est le système judiciaire sénégalais en question qui pose problème. Assane Dioma rappelle, pour que nul n'en ignore, que les conditions de décès d'Ibrahima Mbow ne sont pas encore élucidées. Ibrahima Mbow, c'est ce détenu tué lors des mutineries de septembre 2016. Dans son rapport 2016, justement 2017, Amnesty International, en tout cas, avait parlé de ces conditions. Et le journal, ce rapport nous dit qu'au moins 6 morts. Et le journal nous dit que ce rapport dénonce la mort de 6 personnes par un recours excessif de la force. Dans le rapport du département américain couvrant la période 2012-2013, les États-Unis accablent le Sénégal. Il y est dénoncé les nombreuses pertes en vies humaines dans les prisons sans que des conclusions nécessaires ne soient tirées. Suite au décès de Cheikh Ndiaye et de Babacar Mané, l'Observateur national des lieux de privation de liberté s'autosaisit et envisage, selon le journal, un rapport. Après les pluies sales temps pour Gorgorlo, des localités de Bakel et Matam sous les eaux, informe Vox Populi en première page. Beaucoup de sinistrés à travers le Sénégal. Lac-Signoro, Porokhane, coupé, la banlieue de Dakar encore sous les flots. Promoville devient promo inondation aux parcelles assainies, moque le journal. Justement, le sale temps en banlieue dakaroise. Le journal Source A force le trait et parle de Yahannama. Entendez la gêne, l'enfer. Le reporter du journal qui y a fait une descente en sort meurtri entre inondations, problème d'évacuation des eaux, manque de désinsectisation. Autant dire que c'est la galère. Tiwawan, Diaksao et Diamaguène portent le bonnet de l'âne. Des ponctions sur les salaires des médecins et autres pharmaciens du Sénégal. Le journal Enquête qui donne l'information en première page constate que ces corps évoluant dans le secteur de la santé ont eu la surprise de leur vie. En cette fin de mois, face à leurs banquiers, beaucoup ont perdu leur latin. Mais le journal relève qu'ils ont promis de se battre en ordre de bataille pour retrouver leurs sous qui leur ont été délestés. Certains ont été ponctionnés à hauteur de 200 000 francs CFA. En attendant des explications de la tutelle, ils battent le rappel des troupes et annoncent un plan d'action. Des nouvelles d'El Capo Youssouf, le flic de Thiès, qui atterrit finalement à la division des investigations criminelles. Selon le journal Enquête, l'homme va donc intégrer le groupe de recherche et d'interpellation, une entité de la DIC. Dans le journal Les Échos, les suspects arrêtés dans l'affaire de la drogue saisie au port de Dakar. Forte pression en Europe pour la libération des Italiens et des Allemands. Le journal Les Échos constate qu'un comité juge absurde les montants demandés par la douane sénégalaise et dénonce la passivité des autorités italiennes et exige la libération immédiate des marins injustement emprisonnés. Selon la famille du détenu Paolo, le ministère des Affaires étrangères italien se mobilise pour un dénouement heureux de cette affaire. Le gouvernement allemand exerce une pression énorme pour la libération de ces deux citoyens. Dans le journal Les Échos, toujours des actes contre nature à Guinaouraï. 2 PD surpris nus dans la rue vers 1h du matin par la police. Ils étaient, selon le journal, sur le point de coucher ensemble en pleine rue quand ils ont été interpellés. L'attentat à la pudeur et aux bonnes mœurs. Ouzin Keita traîné en justice. Le collectif And Sumunyu Djikoyi, And Sam Sumunyu Djikoyi a porté plainte contre l'artiste Ouzin Keita. Il lui reproche des délits d'attentat à la pudeur et d'atteinte aux bonnes mœurs. Hier, lors d'un point de presse émaillé d'incidents, Ouzin Keita, selon le journal Enquête, a laissé entendre qu'il n'est pas un homosexuel. L'abus en question, il l'a vu le jour de la soirée. C'est son tailleur qui s'est trompé de coupe. D'après lui, il ne savait pas à quoi sa tenue ressemblait. Après la soirée, je lui ai fait la remontrance car je n'étais pas content